Je venais de mettre un pied dans le jardin après l'enterrement de ma sœur, quand j'ai vu la robe de mariée de ma mère, le seul souvenir qui me restait après 40 ans, jetée sur le parterre de fleurs, trempée et couverte de boue. Ma belle-fille se tenait sur le seuil de la porte et dit froidement : « Mon enfant a besoin d'une chambre privée. Ce tas de vieilleries doit juste être jeté. » Cette phrase a brisé le chagrin que je n'avais pas encore eu le temps de ressentir. Mon fils a seulement haussé les épaules et n'a rien dit. Quand je me suis penchée pour ramasser le cadre de la photo de mariage, elle est passée juste à côté de moi, son talon écrasant le verre. Un éclat m'a coupé la main, et je ne l'ai même pas senti. Ma gorge s'est nouée, mon cœur s'est serré au sentiment d'être humiliée dans ma propre maison. J'ai tranquillement sorti mon téléphone, j'ai tout photographié, et j'ai envoyé les clichés à la seule personne qui savait que je me méfiais d'elle depuis le début. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai seulement chuchoté. Si elle veut une guerre, je m'assurerai qu'elle goûte à la défaite sous mon propre toit. Si vous m'écoutez encore, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez est une nouvelle marque dans ce voyage. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour qu'elle puisse aller encore plus loin. Je m'appelle Vivienne Moreau, j'ai 65 ans et je vis dans une banlieue tranquille de Nantes. Je revenais tout juste de Marseille après les funérailles de ma sœur, Hélène, la dernière personne de ma famille qui m'appelait encore « petite sœur ». Le voyage en train avait été long, mon corps était fatigué, mon cœur vide. Pourtant, la scène dans le jardin m'a réveillée comme un seau d'eau froide. Cette maison, une vieille meulière avec des tuiles en ardoise sombre, est l'endroit où j'ai vécu pendant plus de 30 ans. Je l'ai achetée après la mort de mon mari. J'ai peint chaque mur moi-même, remplacé chaque carreau de sol. Une vie entière en tant que comptable ne m'a pas rendue riche, mais elle m'a rendue méticuleuse. Chaque objet dans cette maison porte les marques de l'amour, de l'effort et de la mémoire. Et maintenant, ces souvenirs gisaient éparpillés sur la pelouse, mouillés par la pluie et souillés comme des ordures. Le coffre en bois que mon frère avait fabriqué à la main en 1978 était forcé. Le carnet en cuir de ma mère était trempé, et mes broderies faites à la main s'étaient envolées sur les marches. Je me sentais complètement anéantie, comme si on venait de m'arracher une partie de mon âme. La douleur du deuil était encore si vive, si palpable, et cette vision d'horreur ne faisait qu'ajouter une couche de souffrance insupportable. Je me suis avancée lentement, le cœur battant à tout rompre, ramassant chaque objet comme si je rassemblais les morceaux piétinés de ma propre mémoire. Solange, ma belle-fille, était toujours là, les bras croisés, son ventre plat sous une robe en soie. Elle me regardait avec une expression de dédain qui me glaçait le sang. « Je t'ai déjà dit que tu devais déménager dans le débarras du fond, » dit-elle d'un ton égal. Froid. La chambre à l'étage sera la chambre du bébé. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait aucun signe de préparation pour un enfant, juste une excuse commode pour me pousser dehors, pour m'effacer de ma propre vie. Je n'arrivais pas à croire à la cruauté de ces mots, à son manque total d'empathie. Ma sœur venait de mourir, et tout ce qui l'intéressait, c'était de réaménager ma maison. J'ai eu un petit rire qui n'a jamais atteint mes yeux, un rire amer et désespéré. « Le débarras ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. « Oui », a-t-elle dit. « C'est là que tu peux être. Tranquille. » Je n'ai pas discuté. Je suis descendue par la petite pente vers l'arrière de la maison. La porte en bois a grincé en s'ouvrant et une odeur d'humidité et de poussière m'a frappé le nez. À l'intérieur, il y avait un matelas pliant sale, une douille nue au plafond et une petite fenêtre drapée de toiles d'araignée. Pas de table, pas de chaise, pas de couverture. Juste le strict minimum.
ou plutôt, moins que le minimum. C'était une cellule, pas une chambre. Un endroit où l'on relègue ce dont on ne veut plus. Je me suis assise sur ce matelas et j'ai pris une profonde inspiration. L'humiliation se tordait dans ma poitrine, mais les larmes ne coulaient pas. J'ai sorti mon téléphone et j'ai photographié chaque coin de la pièce, chaque objet jeté, chaque empreinte de pas sur le sol. Chaque cliché était une preuve, une arme silencieuse que je commençais à forger. J'ai cru un jour comprendre Solange. Lisse, charmante, douée pour séduire les gens. Quand Antoine me l'a présentée il y a 10 ans, j'étais discrètement heureuse. Enfin, mon fils avait quelqu'un à ses côtés. Je ne savais pas que ce quelqu'un allait lentement m'évincer de la vie de mon fils, jusqu'à ce que je ne devienne plus qu'un vieil objet à leurs yeux. Un meuble encombrant qu'on déplace au gré de ses envies. Cette nuit-là, Antoine est rentré tard. La porte de ma chambre, maintenant le débarras, s'est entr'ouverte. La lumière du couloir s'est infiltrée. « Maman », dit-il d'un ton las. « Ne t'en fais pas, Solange est stressée. Elle a besoin de son propre espace. » J'ai regardé mon fils, le visage que j'avais le plus aimé et en qui j'avais le plus confiance. « Et toi ?» ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Il a évité mon regard. « Tu sais, ma femme passe en premier. » La porte s'est refermée avec un léger grincement de la charnière. La pièce est redevenue sombre. Mon propre fils, ma chair et mon sang, venaient de choisir son camp. Il venait de me sacrifier pour le confort de sa femme. La trahison était si profonde, si douloureuse, qu'elle me laissait sans voix. J'ai ouvert mon téléphone et vérifié le compte joint que j'avais autrefois laissé Antoine utiliser pour les urgences. Une série de transactions étranges est apparue. Décoration d'intérieur, peinture pour chambre de bébé, week-end dans le Bordelais, forfait spa de luxe. Chaque ligne était comme un coup de couteau. Près de 6 000 € en 2 mois. Je savais que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. J'avais entendu Solange laisser entendre qu'elle voulait vendre quelques vieilles pièces pour rafraîchir l'espace. Maintenant, je comprenais. Elle avait vendu mes souvenirs pour acheter des choses futiles, des plaisirs éphémères qui n'avaient aucune valeur à mes yeux. Tard dans la nuit, j'ai ouvert mes contacts et j'ai appuyé sur le nom de Maître Bernard Dubois, l'avocat qui m'avait aidé avec les papiers d'assurance il y a 10 ans. « J'ai besoin de vous voir », ai-je écrit. « Demain, 9h ans. » « Que s'est-il passé, Madame Moreau? Un problème familial ?»« Oui, » ai-je répondu brièvement. « Et je dois protéger ce qui me reste. » Avant de me coucher, j'ai entendu une voiture dans l'allée. J'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau. Solange conduisait une Audi ivoire, la voiture qu'elle disait avoir empruntée à une amie. Mais la lumière intérieure était assez vive pour que je voie un nouveau sac à main de créateur sur le siège passager. Le lendemain matin, alors que je sortais les poubelles, Madame Lambert, ma voisine depuis près de 20 ans, m'a appelé doucement. « Vivienne, il faut que je vous dise quelque chose. La semaine dernière, j'ai vu un homme livrer plusieurs grandes boîtes à Solange. Elle m'a dit que c'était des décorations pour la chambre du bébé. Mais quand je me suis approchée, c'était évident que c'était des articles de luxe, des chaussures, des sacs, du parfum. Le service de livraison était très cher. J'ai hoché la tête, je l'ai remercié et je n'ai rien dit de plus. Dans ma tête, les fragments de suspicion s'emboîtaient pour former une image complète et terrifiante. Je suis rentrée et j'ai regardé autour de moi la petite pièce froide. Chaque grain du parquet semblait murmurer quelque chose. Je me suis assise sur le bord du matelas, j'ai sorti un carnet et j'ai écrit la première ligne à l'encre bleue, 14 mars, début de la collecte de preuves. Puis, je me suis dit, doucement mais fermement, que si je devais rester dans un débarras, je le ferais en tant que plaignante, pas en tant que parasite.
J'ai fermé le carnet et j'ai levé les yeux vers le plafond sombre. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas faible. Je me sentais comme une femme qui savait exactement ce qu'elle était sur le point de faire. Une résolution froide et déterminée s'était emparée de moi, remplaçant le chagrin et l'humiliation par une soif de justice. Je n'allais pas me laisser faire. J'allais me battre, non seulement pour mes souvenirs et ma maison, mais pour ma dignité. La guerre que Solange avait déclarée, je comptais bien la gagner. Le lendemain matin, lorsque les premiers rayons de soleil ont traversé la petite fenêtre poussiéreuse du débarras, je me suis réveillée le cœur lourd. Je n'avais dormi que quelques heures. Une douleur aiguë dans la poitrine m'a fait m'asseoir et respirer profondément. À côté du matelas pliant se trouvait ma vieille valise avec les quelques affaires que je gardais encore, quelques vêtements, un cadre photo ébréché et le grand livre de comptes que j'avais emporté partout avec moi depuis que je travaillais comme comptable au service d'urbanisme de la ville. Je l'ai ouvert, ligne après ligne, tout était net et soigné. Chaque réparation de toiture, chaque remplacement de tuyauterie, chaque entretien de chaudière, j'avais noté la date, le coût et l'entrepreneur. J'avais toujours pensé que cette habitude était un peu excessive, une déformation professionnelle, mais aujourd'hui, elle devenait mon arme la plus précieuse. J'ai attrapé mon ordinateur portable, j'ai ouvert mon compte bancaire et j'ai fait correspondre chaque dépense avec le registre manuscrit. Dès la première ligne, mon cœur s'est serré. Décoration d'intérieur, 12 800 €. En dessous, aménagement chambre de bébé, 3 400 €. Acompte séjour maternité spa, 2 500 €. Week-end dans les vignobles du Bordelais, 7 900 €. Ligne après ligne, le cauchemar se dessinait. En 8 mois, le total prélevé sur le compte joint que j'avais autorisé Antoine à utiliser pour les urgences s'élevait à 86 400 €. Je n'avais plus besoin d'être comptable pour comprendre. Ce n'étaient pas des dépenses familiales, c'était de l'extravagance à mes frais. Je me suis appuyée contre le mur, respirant profondément pour me calmer. Il y a 10 ans, quand Antoine s'est marié, j'avais ajouté son nom sur ce compte parce que je lui faisais confiance. Je pensais que cela faciliterait les choses en cas d'urgence. Cette urgence s'est avérée être des vacances, des sacs de créateurs et des murs pastels que je n'avais jamais accepté de payer. J'ai éteint l'écran, fermé le registre et lutté contre le tremblement de mes mains. Je suis montée à l'étage pour trouver plus de preuves. Le salon, où se trouvait autrefois le vaisselier en noyer de ma mère, celui pour lequel elle avait économisé toute une année pour l'acheter au marché des antiquaires en 1962, était maintenant vide. À sa place se trouvait un meuble brillant, élégant, mais sans âme. Je me suis figée, la main touchant l'endroit vide sur le sol où l'ancien meuble se trouvait. Un frisson a parcouru mon échine. Je suis sortie sur la véranda où le fauteuil à bascule de mon père avait toujours été. Je l'avais repeint l'année dernière en gardant l'égratignure sur le bras gauche comme un souvenir. Maintenant, il ne restait qu'un carré de carrelage plus clair, la marque d'une absence. Je suis rentrée, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai lancé Le Bon Coin, l'application que les jeunes utilisaient pour vendre des objets d'occasion. J'ai tapé quelques mots-clés, fauteuil à bascule noyé, vintage Nantes. Des dizaines de résultats sont apparus. J'ai fait défiler les annonces et mon cœur s'est arrêté un instant. Une annonce avait expiré il y a 3 jours, mais la photo miniature était encore claire. Le fauteuil de mon père, l'égratignure sur le bras gauche, exactement comme je m'en souvenais. En dessous, vendu, 650 €. J'ai posé le téléphone, j'ai pris une longue inspiration, mais je ne pouvais pas arrêter les petits hoquets qui s'échappèrent de ma poitrine. Un objet n'est qu'une chose, mais pour moi, c'était un souvenir.
la preuve que j'avais existé, que ma famille avait existé. Et maintenant, Solange avait tout vendu, pièce par pièce, effaçant mon passé pour financer son présent luxueux. Je n'ai pas crié et je n'ai pas appelé Antoine. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un nouveau dossier. Sur l'écran, j'ai tapé « Dossier Solange ». J'y ai tout mis, les photos des affaires jetées dans le jardin, les clichés du débarras, le vaisselier manquant, l'annonce du fauteuil, les relevés bancaires, les captures d'écran des annonces. Chaque fichier était soigneusement nommé. 01 entrée.jpg, 02 fauteuil annonce.png, 03 relevé bancaire.pdf. Je l'ai fait avec le calme de quelqu'un qui avait déjà vécu trop de pertes. À mon âge, je sais que la colère vous affaiblit. Les preuves sont ce qui fait peur aux autres. Dans le tiroir, j'ai pris un enregistreur de poche que j'utilisais autrefois en réunion. Je l'ai chargé et j'ai testé le micro. La petite lumière rouge clignotait régulièrement. Je l'ai glissé dans le manteau accroché derrière la porte. Alors que je le branchais, des bruits de pas ont résonné dans le couloir. Solange était au téléphone, sa voix basse et détachée. « Ne t'inquiète pas, chérie, tout est en place. Je lui ai dit que la maison devait être refaite pour accueillir un bébé. Cette vieille femme ne connaît rien à la paperasse. » Une pause, puis un petit rire. « Oui, si ce plan fonctionne, on aura toute la maison. Fais-moi confiance. » J'ai fermé les yeux, j'ai serré les poings et je me suis forcée à ne pas ouvrir la porte en grand. Je devais rester silencieuse. Je devais lui faire croire que j'étais faible, que j'avais abandonné. Quand ses pas se sont estompés, j'ai ouvert les yeux, le cœur battant toujours la chamade. J'ai ouvert l'application de notes de mon téléphone et j'ai tapé « Appel du 15 mars, 8h27. Dernière partie enregistrée. Vérifiez les niveaux. » Je l'ai sauvegardé et j'ai posé le téléphone. À midi, je me suis préparé un thé noir et j'ai regardé par la fenêtre le petit jardin. Les jonquilles, que j'avais plantées l'année dernière, fleurissaient encore malgré les mauvaises herbes et les feuilles mortes. J'ai pensé à ma mère, à mon père et à la sœur que je venais de perdre. Ils disaient toujours « Tu es celle qui garde la maison ». Mais parfois, pour la garder, il faut nettoyer ce qui l'a détruit. J'ai pris une gorgée. La douce amertume s'est répandue sur ma langue, et j'ai compris qu'il était temps de faire le ménage pour de bon. Cet après-midi-là, j'ai fait le tour de la propriété, comme si je vérifiais simplement les choses. En réalité, je mémorisais les emplacements, les placards, le coffre-fort, les classeurs, les boîtes contenant les relevés bancaires. J'ai trouvé le contrat d'achat original de 1993, les factures de réparation du toit, les papiers d'assurance habitation, tous à mon nom. Je les ai glissés dans un dossier en carton. Je les scellés et je les rangés en lieu sûr. Quand la nuit est tombée, la maison a sombré dans le silence. De l'étage, j'entendais le doux rire de Solange au téléphone, le tintement des verres, une musique de jazz en sourdine. Une maison autrefois remplie de voix aimantes était devenue une scène où j'étais forcée de jouer le rôle de la vieille mère inoffensive. Mais derrière le rideau, j'avais mon propre plan. Sur mon ordinateur, j'ai créé un sous-dossier dans Dossier Solange, intitulé « Plan dîner ». J'ai tapé les premières lignes, courtes et claires, comme un vieux rapport financier. Date, 17 mars. Lieu, maison, salle à manger principale. Objectif, observer, enregistrer, capturer les réactions. Participants, Antoine, Solange, ses parents. Plan, paraître fragile, accepter de céder la chambre, placer l'enregistreur, placer une mini-caméra dans le vase sur l'étagère, ne pas discuter, seulement documenter. Je l'ai relu, j'ai supprimé le mot « vengeance » et je l'ai remplacé par « preuve ». Je n'avais pas besoin de vengeance.
J'avais besoin que la vérité soit vue, enregistrée et crue. Avant de me coucher, j'ai tout vérifié à nouveau. L'enregistreur était chargé. Le téléphone était en mode silencieux. Le dossier de documents était caché. Je me suis allongée sur le matelas pliant, alors que le clair de lune se glissait par la fente de la porte. La douleur était toujours là, mais en dessous, autre chose grandissait. La clarté. Dans le noir, j'ai chuchoté. « Très bien, Solange. Continue de penser que je ne sais rien. Mais quand ce dîner aura lieu, c'est toi qui ne pourras rien avaler. » Et j'ai souri. Le premier vrai sourire depuis la mort de ma sœur. Pas de joie, mais parce que je savais qu'à partir de ce moment, tout allait changer. Le combat ne faisait que commencer, mais pour la première fois, je me sentais armée, prête et déterminée à reprendre le contrôle de ma vie. Je n'étais plus une victime passive. J'étais la gardienne de ma propre histoire, et j'allais l'écrire selon mes propres termes. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube. La pluie de la nuit précédente tombait encore en une fine brume, et le froid qui se glissait sous la porte me faisait frissonner. Je me suis préparé un café noir, sans sucre ni crème, puis je me suis assise à la petite table dans le débarras, la faible lumière suffisant à peine à éclairer chaque ride sur mes mains. Devant moi se trouvait le dossier en carton. J'avais passé des jours à préparer les relevés bancaires, les photos de mes affaires jetées dans le jardin, les enregistrements, les papiers de la maison et mon grand livre de comptes. Tout était prêt. J'ai vérifié l'heure. 7h40. Mon rendez-vous avec maître Bernard Dubois était à 9h dans son petit bureau du centre-ville de Nantes. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ramassé le dossier, j'ai enfilé mon long imperméable et j'ai conduit ma vieille Renault Mégane hors de la rue calme. Chaque fois que les pneus roulaient dans une flaque d'eau, je me sentais un peu plus légère, comme si chaque tour de roue m'emportait hors de l'obscurité. Le bureau de maître Dubois se trouvait dans un bâtiment en briques rouges le long de l'Erdre. À l'intérieur, ça sentait le café et le vieux papier. Maître Dubois, un homme d'une 50aine d'années, avec des lunettes à demi cerclées, est sorti et m'a serré la main. « Madame Moreau, cela fait un moment. J'ai entendu votre voix au téléphone. Elle ne semblait pas bonne. » J'ai esquissé un mince sourire. « Elle n'était pas bonne, Bernard. » Nous nous sommes assis. J'ai ouvert le dossier et j'ai disposé chaque série de documents dans l'ordre. Voici 8 mois de relevés. Voici les photos de la scène et voici l'acte de propriété original. Il a parcouru les documents, hochant lentement la tête. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait, documenter et préserver les preuves. La plupart des clients viennent quand il est trop tard. Il a tourné quelques pages et s'est arrêté sur la copie de l'acte de propriété. Cette maison est toujours au nom de Vivienne Moreau, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. C'est exact. Antoine n'a jamais finalisé de transfert car j'avais dit que je la lui laisserais après ma mort. Maître Dubois a posé son stylo, sa voix devenant ferme. Alors voici la bonne nouvelle. Légalement, vous restez la seule propriétaire. Personne ne peut vendre, louer ou modifier la propriété sans votre consentement écrit. Antoine et sa femme sont des occupants sans droit ni titre en vertu du droit français. J'ai absorbé chaque mot comme de l'eau après une longue soif. Cela signifie, a-t-il poursuivi, que si vous le souhaitez, vous pouvez mettre fin à leur droit de séjour à tout moment avec un préavis approprié. Une procédure d'expulsion peut être engagée. Je suis restée silencieuse, mais quelque chose de douloureux et de paisible montait en même temps en moi. Cette maison, l'œuvre de ma vie, était toujours mienne. Maître Dubois a soigneusement attiré le dossier vers lui et a commencé à prendre des notes. « Maintenant, passons à l'argent, a-t-il dit.
Quelle est votre estimation de la perte totale? J'ai lu lentement. 86 400 € retirés, sans compter les objets de famille, le vaisselier en noyer, le fauteuil à bascule, les broderies, estimées à 12 000 € supplémentaires. Il a hoché la tête. Nous ferons évaluer la perte totale et préparerons un inventaire détaillé. Tout ce qui a été vendu, retiré ou détruit sera inclus dans la demande de restitution. Il a ouvert son ordinateur et a tapé rapidement. D'abord, protégez vos finances. Je veux que vous fassiez 4 choses. 1. Changez tous les mots de passe de vos comptes bancaires, y compris les comptes de retraite. 2. Désactivez la carte secondaire d'Antoine aujourd'hui. 3. Activez les alertes de transactions par email. 4. Retirez les factures de services publics du nom d'Antoine si certaines y sont liées. J'ai noté chaque ligne. Tout sera fait aujourd'hui, ai-je dit. Il s'est penché en avant, la voix basse. Voulez-vous engager une procédure immédiatement? J'ai réfléchi. Pas encore. Je veux leur donner une dernière chance de comprendre les conséquences. Il a hoché la tête et a griffonné quelques lignes sur un bloc-notes. Alors, nous commencerons par une mise en demeure formelle. Dans celle-ci, je proposerai un bail légal pour Antoine et Solange à 1 650 € par mois. Nous établirons un plan pour rembourser les 86 400 € sur 48 mois avec un intérêt minimal de 2% pour formaliser la dette. Nous ajouterons une clause de rupture. En cas de retard de plus de 30 jours, le bail sera résilié et ils devront quitter les lieux dans les 21 jours, conformément aux règles d'expulsion françaises. Je l'ai regardé, la lumière de la fenêtre se reflétant sur ses verres. Et s'il refuse de signer? Alors, nous engagerons une action civile et délivrerons un commandement de quitter les lieux par huissier. Avec vos preuves, c'est une procédure simple. J'ai hoché lentement la tête. Une dernière chose, ai-je dit. Je veux une clause. La partie arrière de la maison où je vis actuellement doit rester telle qu'elle. Personne ne peut y entrer, la verrouiller ou changer la serrure sans mon consentement. Il a souri. Vous êtes aussi vif d'esprit que vous l'étiez à l'époque de la comptabilité. Je l'ajouterai. Nous sommes restés assis en silence un moment. Dehors, la pluie avait cessé et le soleil commençait à s'étirer sur la circulation. J'ai posé ma main sur le dossier et j'ai dit doucement « Bernard, je ne veux pas détruire mon fils. Je veux qu'il comprenne que le respect ne se donne pas. Il se préserve par des actions. » Il m'a regardé, les yeux doux. Je comprends, Vivienne, mais parfois, pour enseigner le respect, il faut les laisser faire face aux conséquences. Il a fait glisser un document sur la table et a montré la ligne de signature. C'est l'autorisation légale pour que je vous représente tout au long du processus. J'ai signé, mon écriture plus stable que je ne l'aurais cru. Lorsque le stylo s'est levé, j'ai eu l'impression de poser la première brique d'un mur pour me protéger. La lettre partira dans les 48 heures, a-t-il dit. Vous recevrez une copie par email et une copie imprimée par la poste. Je préparerai une sauvegarde au cas où ils essaieraient de nier la réception. J'ai hoché la tête, j'ai rassemblé les papiers et je les ai remis dans le dossier. Avant de partir, Maître Dubois a demandé « Voulez-vous que je mentionne la raison comme un litige sur l'utilisation de la propriété ou comme une occupation illégale ?» J'ai souri. Appelez ça une occupation sans droit ni titre. Je veux qu'il le lise haut et fort. Nous nous sommes serrés la main. Sa poignée était chaude et ferme, offrant un rare sentiment de sécurité dans le chaos. Quand je suis sortie de l'immeuble, la pluie avait complètement cessé, et le soleil de midi faisait scintiller la rivière comme une bande d'argent. Je suis restée un moment, respirant l'air humide, écoutant les moineaux sur la ligne de toit. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi calme. Non pas parce que c'était fini, mais parce que pour la première fois,
Je savais que je faisais ce qu'il fallait. Je suis montée dans la voiture et j'ai allumé la radio. Un vieux morceau de jazz est passé, le genre qu'Antoine écoutait quand il était enfant en faisant ses devoirs sur la table de la cuisine. J'ai souri tristement, mais je ne l'ai pas éteint. J'ai laissé la musique me ramener sur la route de la maison. La route où maintenant je savais que chaque brique, chaque tuile, chaque fenêtre portait encore mon nom. Et à l'intérieur de moi, une voix a chuchoté. Lentement, mais sûrement, l'équité et le respect. C'est tout ce que je veux, et je l'aurai. J'ai reçu un texto d'Antoine ce midi-là. Maman, dînons en famille ce soir. Solange veut que tout le monde parle calmement et trouve une solution. Une solution? J'ai souri et j'ai tranquillement fermé mon téléphone. Les personnes qui me traitaient comme un fardeau voulaient soudainement parler calmement. Je savais que ce genre de réconciliation sentait généralement le scénario, et je savais exactement quel rôle je jouerais ce soir. Toute la journée, j'ai à peine mangé. J'ai organisé les dossiers de Maître Dubois et j'ai glissé la grosse enveloppe scellée soigneusement dans mon sac à main. En fin d'après-midi, j'ai pris une douche, je me suis peignée et j'ai enfilé la robe en tricot bleu. Celle que ma sœur disait me donnait un air à la fois élégant et stable. Je me suis regardée dans le miroir. Mes yeux sous la lumière chaude. La tristesse des dernières semaines avait disparu. Ce qui restait était quelque chose de calme, de froid et de très clair. Vers 18h30, l'odeur de la nourriture a rempli la maison. Rôti de bœuf, sauce au poivre et pain frais. Le dîner semblait plus élaboré que d'habitude. Je suis montée, écoutant les bavardages de la salle à manger pendant que je marchais. Solange se tenait dans la cuisine, affairée, les coins de sa bouche relevés dans un sourire trop étudié pour être naturel. Ses parents, Grégoire et Élise Mercier, étaient déjà assis, se servant du vin. Je ne les avais jamais aimés. Il était du genre à parler avec un ricanement intégré, et elle souriait toujours à moitié, comme si elle testait la patience des autres. « Vivienne, tu es enfin montée », a dit Solange, la voix douce mais tranchante. « Nous voulons juste un dîner paisible, sans tension. » Je me suis assise en face d'eux, et j'ai jeté un coup d'œil à la serviette blanche soigneusement pliée devant moi. « Je l'espère aussi », ai-je répondu lentement. Cela fait longtemps que je n'ai rien vu de tel que la paix dans cette maison. Le dîner a commencé. Les couteaux et les fourchettes cliquetaient contre les assiettes en petits carillons réguliers. Personne n'a parlé pendant les premières minutes, juste le bruit du vin versé et le faux rire de Solange, quand Élise a parlé d'une connaissance qui ouvrait une résidence pour seniors à Angers. « C'est merveilleux », a dit Élise en me regardant. « À votre âge, avoir un endroit calme avec des soins attentifs, c'est ce que tout le monde voudrait. » Grégoire a hoché la tête et a ajouté « C'est vrai, à cet âge, vivre seul peut être gênant pour les deux générations. Une résidence pour seniors facilite les choses pour tout le monde. » J'ai posé ma fourchette et j'ai levé les yeux. « Vous parlez de moi, n'est-ce pas ?» Élise a pris une gorgée de vin. « Oh, nous le suggérons simplement parce que Solange dit que vous avez été fatigué. Antoine s'inquiète pour vous aussi. » J'ai eu un petit sourire qui a fait marquer une pause à la table. « Je ne suis pas fatiguée. Je suis juste occupée à compter combien de choses qui m'appartenaient ont disparu. » L'air dans la pièce s'est refroidi. Comme le vaisselier en noyer de ma mère ou le fauteuil à bascule de mon père, ai-je ajouté en regardant Solange. Elle a soupiré théâtralement et a esquivé le sujet. « Maman, nous essayons juste d'égayer la maison. Ces vieilles choses ne correspondent plus au style. » Je suis restée silencieuse. J'ai coupé un autre petit morceau de viande et j'ai mâché lentement. J'avais l'impression que même la viande savait ce que j'attendais. Grégoire est intervenu, visant la neutralité. « Solange et Antoine sont attentionnés,
Mais peut-être ont-ils besoin de plus de contrôle sur la gestion des finances familiales. Les jeunes ont leur propre façon de faire, Madame Moreau. C'était mon moment. J'ai posé mes couverts, je me suis tamponné les mains avec la serviette et j'ai ouvert mon sac. L'enveloppe de Maître Dubois en est sortie, épaisse, et je l'ai posée carrément au milieu de la table. Dans ce cas, ai-je dit, la voix légère comme une brise, clarifions les finances. Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti la lettre sur papier à en-tête de Dubois & Associés. C'est une mise en demeure. À partir de maintenant, Antoine et Solange signeront un bail formel à 1 650 € par mois. Ils rembourseront également les 86 400 € retirés de mon compte au cours des 8 derniers mois, sur 48 mois, avec 2% d'intérêt. Le verre de vin de Grégoire a débordé et a coulé sur la nappe. Élise a retenu son souffle. Antoine était assis, figé. Solange a juste ricané. « Tu n'es pas obligé de faire ça », a-t-elle dit sèchement. Je ne m'attendais pas à ce que tu transformes tout en feuille de calcul comme une manipulatrice professionnelle. J'ai levé la tête et j'ai croisé son regard jusqu'à ce qu'elle doive déglutir. J'étais comptable, oui, et je suis aussi la personne qui détient toujours le titre de propriété de cette maison. Puis j'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert le dossier Solange, et j'ai tourné l'écran pour que toute la table puisse voir. Le fauteuil à bascule de mon père était là, l'égratignure sur l'accoudoir et les mots « vendu, 650 € » en dessous. « Élise, » ai-je dit, « si ça vous semble familier, c'est normal. Votre fille l'a vendu, avec beaucoup d'autres choses. » L'air est devenu épais comme du sirop. Les mains d'Antoine tremblaient alors qu'il posait son verre. « Maman, qu'est-ce que tu dis ?»« Je dis la vérité, » ai-je dit. Et j'ai tout documenté. Relevé, reçu, annonce. Je n'ai pas besoin de crier. J'ai juste besoin de preuves. Grégoire a rougi et s'est levé. Vous menacez ma fille dans notre maison. J'ai légèrement incliné la tête, la voix calme d'une manière qui m'a surprise moi-même. Faux. C'est toujours ma maison, et cette enveloppe est la dernière chance pour mon fils et sa femme de rester ici avec un minimum de décence. Personne n'a parlé. L'horloge murale faisait tic-tac, 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 comme un compte à rebours avant une explosion. Solange a laissé échapper un rire court et dur. Pathétique. Tu penses pouvoir me faire peur avec de la paperasse? Je suis enceinte et tu jettes une femme enceinte hors de sa maison. Te sens-tu inhumaine? Je me suis penchée en arrière, les yeux ne la quittant jamais. Vraiment? Ai-je demandé, douce comme l'air. Alors, quand me montreras-tu les résultats prénataux? La question a frappé la table comme une brique. Silence. Antoine s'est tourné vers Solange, les yeux tourbillonnants. Je pensais que tu avais dit... Solange s'est levée d'un bond et a claqué sa cuillère. Je n'ai rien à prouver. Elle veut juste nous diviser. Je n'ai rien dit de plus. J'ai juste regardé Antoine, mes yeux tristes, mais fermes. Mon fils, j'ai trop perdu en gardant le silence. À partir de maintenant, je ne me tairai plus. La pièce est devenue immobile. Grégoire a attrapé son manteau, a marmonné quelque chose et a tiré Élise loin de la table. Solange est restée là, pâle, les lèvres tremblantes. Antoine ne pouvait pas former de mots. Je me suis levée, j'ai glissé l'enveloppe dans mon sac et j'ai dit doucement « Je laisserai la lettre sur le comptoir de la cuisine. Vous avez 48 heures pour la lire et la signer. » Puis, j'ai quitté la salle à manger. Derrière moi, la vaisselle a cliqueté, le bruit d'un dîner qui se brise, comme de la glace qui se fissure sous les pieds. En descendant les escaliers, je ne me sentais pas tremblante, juste soulagée. Peut-être parce que pour la première fois, la balance penchait vers ce qui est juste. Je suis entrée dans le débarras, maintenant ma salle de stratégie.
je me suis assise sur le matelas pliant et j'ai regardé par la fenêtre. Dehors, les premiers flocons de neige voltigeaient, descendant comme des cendres après une bataille. Mais à l'intérieur de moi, une flamme claire et stable continuait de brûler. Et je savais que le vrai combat ne faisait que commencer. La maison était devenue un champ de bataille silencieux et j'étais prête à mener la charge. Cette nuit-là, la maison était d'un calme mortel après la tempête émotionnelle. Je pensais que tout s'était terminé avec la cuillère brisée et le regard épuisé de mon fils. Mais vers minuit, un léger coup a retenti à la porte du débarras. 3 coups, hésitants, faibles. Je me suis redressée, j'ai allumé la lampe et j'ai regardé la porte trembler. « Maman, c'est moi. » La voix d'Antoine était rauque, fatiguée, brisée. J'ai ouvert la porte. Il était là, décharné, les yeux injectés de sang. La chaude lumière jaune éclairait un visage autrefois lumineux, maintenant marqué par des rides précoces et la panique. « Je n'arrive pas à dormir, » a-t-il dit, la voix tremblante. « J'ai peur de perdre la maison, maman. Je ne sais pas quoi faire. » Je suis restée là, silencieuse. Une partie de moi voulait le serrer dans ses bras. Une autre partie voulait tenir la ligne. « Je ne veux jeter personne dehors, » ai-je répondu lentement. C'est pourquoi j'ai proposé le bail. Si je voulais me venger, j'aurais changé les serrures il y a longtemps. Antoine a baissé la tête, les doigts entrelacés. « Solange, elle a dit que si nous n'avions pas cette maison, elle me quitterait. Je ne veux pas divorcer, maman. J'ai juste peur de tout perdre. » J'ai regardé mon fils de 36 ans, l'homme qui avait dit un jour « Je prendrai soin de toi comme papa l'a fait. » Maintenant, il n'était plus qu'un grand enfant ligoté par la peur et les mensonges. Je me suis assise sur le bord du lit et je lui ai fait signe de s'asseoir en face de moi. « Dis-moi, Antoine, qui a vendu le fauteuil de ton père? Qui a décidé de retirer l'argent ?» Il a pris une lente inspiration. « Solange. Elle a dit que tes vieilles affaires donnaient un air pauvre à la maison. Elle a dit que nos amis riraient s'ils voyaient ça. » Une lame froide m'a transpercée. « Et toi? » Je savais que c'était mal. Mais je n'ai pas osé discuter. Elle a menacé de dire aux gens que tu contrôlais l'argent, que je n'avais pas de voix. Je ne voulais pas que quiconque pense que je ne suis pas un homme. J'ai fermé les yeux. Chaque mot pesait comme du plomb. J'ai compris que Solange avait pris plus que de l'argent. Elle avait pris la colonne vertébrale de mon fils, et une partie de cela était de ma faute. « Antoine, » ai-je dit à voix basse. J'avais l'habitude de penser que t'aimer signifiait te protéger. Peut-être que je me suis trompée. Je t'ai laissé t'habituer à ce que quelqu'un d'autre nettoie tes dégâts. Il est resté silencieux, les épaules tremblantes. Maman, je ne veux pas te perdre. J'ai soupiré et j'ai croisé son regard. Si tu ne veux vraiment pas me perdre, alors demain tu signes le contrat. Je ne veux rien d'autre que le respect. Et si tu laisses quiconque prendre un centime de plus de mes comptes, tu te pousseras toi-même hors de ma vie. Il a hoché la tête, des larmes roulant sur ses mains serrées. Je comprends, je le ferai. Non, ai-je corrigé. Tu dois le faire. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes. L'horloge du salon faisait tic-tac régulièrement. Quand Antoine s'est levé, son ombre s'est allongée, longue et tremblante, sur le sol. « Je sais que tu as raison, » a-t-il dit, « mais je ne sais pas si je suis assez courageux pour l'affronter. » Je l'ai regardé monter les escaliers, le cœur serré. Ma porte s'est refermée, laissant un lourd silence derrière elle. Je suis restée assise là, à regarder dans le noir, et j'ai réalisé que parfois, l'amour d'une mère est un couteau à double tranchant.
Il peut sauver, ou il peut rendre quelqu'un si mou qu'il oublie qu'il peut se tenir debout tout seul. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mes messages avec Maître Dubois. J'ai tapé une courte ligne. Demain, à 9h, ils seront là, préparez le contrat. Après l'avoir envoyé, j'ai éteint la lumière principale et j'ai laissé la lampe de bureau allumée. Dans sa faible lueur, le petit enregistreur sur l'étagère clignotait en rouge. Je l'avais laissé fonctionner depuis le début de la soirée. J'étais sur le point de m'allonger quand des pas légers ont traversé le plancher à l'étage. Une porte a cliqué. Puis, la voix de Solange, petite mais claire, a traversé le mur mince comme du papier. Je t'ai dit, juste quelques mois de plus, juste quelques-uns. Une fois que cette vieille femme aura signé tous les papiers, je dirai que j'ai fait une fausse couche. Personne ne pourra me blâmer alors. Les gens disent que la famille est l'endroit le plus sûr. Mais parfois, c'est là qu'il faut apprendre à se protéger. Si vous avez déjà été trompé par votre famille, choisiriez-vous de pardonner ou de laisser la justice parler? Je veux entendre vos pensées. Un seul commentaire en dit long. Une pause, puis la voix d'un homme au téléphone, basse et lointaine. Tu es sûr? Sûr. Cette maison vaut bien un peu plus de souffrance. Je me suis raidie. Chaque mot goûtait de l'acide sur mon cœur. Fausse couche, un mensonge préchargé et planifié en détail. La grossesse elle-même n'était probablement qu'une comédie. Je n'ai pas sursauté. Je suis restée immobile, les yeux ouverts dans le noir. Mon cœur battait dans mes oreilles comme un tambour. Une partie de moi s'est brisée, sachant que mon fils avait été dupé à ce point. Une autre partie, plus froide, s'est transformée en acier. J'ai regardé l'enregistreur. La lumière rouge clignotait, stable. Je savais que cette conversation était sauvegardée. La pièce était toujours froide, mais à l'intérieur de moi, une lente flamme montait. Pas le genre qui brûle, mais le genre qui durcit la résolution. J'ai tiré la couverture et j'ai chuchoté dans le noir. Continue, Solange. Continue de mentir. Continue de manigancer. Cette vieille mère n'est pas aussi stupide que tu le penses. Dehors, la pluie a commencé à tomber régulièrement. J'écoutais chaque goutte, comme si je comptais les minutes jusqu'à l'aube où la justice commencerait à parler. Le matin suivant, Nantes portait un fin voile de brouillard. Le soleil matinal n'avait pas encore percé le gris. Les rues étaient glissantes et chatoyantes après la pluie nocturne. J'étais assise sur la banquette arrière, les mains sur mon sac de dossier. Antoine conduisait en silence, et Solange était assise à côté de lui, des lunettes de soleil noires sur le nez, les lèvres serrées. Personne ne parlait. L'air dans la voiture était si lourd que je pouvais entendre le léger sifflement des bouches d'aération. Le bureau de Maître Dubois était au 3e étage d'un vieil immeuble près de la rivière. Quand nous sommes entrés, il nous attendait déjà. Chemise blanche, cravate bleue, l'air sérieux mais calme. Sur la table, une pile de documents bien rangés et 2 stylos argentés. « Merci d'être à l'heure », commença-t-il, la voix légère mais ferme. « Je veux que cette réunion soit claire, transparente et civile. Madame Moreau est la propriétaire légale de la maison. Vous deux êtes des occupants par sa permission. Vous n'avez aucun droit de propriété, seulement une résidence temporaire. Nous allons établir un bail et un plan de remboursement pour rendre cela légal. » Solange a ricané, les bras croisés. « Je n'ai pas besoin d'une leçon de droit. Je suis seulement ici parce qu'Antoine a dit que je devais l'être. » Maître Dubois a ajusté ses lunettes et l'a regardé à travers ses verres. « Très bien, je vais passer directement aux conditions. Loyer à 1 650 € par mois, un bail d'1 an avec renouvellement automatique si les paiements sont effectués à temps. Les 86 400 € seront remboursés sur 48 mois avec un intérêt de 2% pour éviter que cela ne soit considéré comme un don.
Ces conditions seront enregistrées publiquement et notariées par notre cabinet. Elle a incliné la tête, un sourire moqueur aux lèvres. 2% d'intérêt? Vous faites payer des intérêts à votre propre fils? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ma voix n'était pas forte, mais claire. Je fais payer des intérêts à la personne qui a pris mon argent. Quant à mon fils, il paie juste le prix d'être resté silencieux trop longtemps. Le visage de Solange s'est empourpré, prête à répliquer, mais Antoine a posé une main sur son bras et a secoué légèrement la tête. « Signe !» a-t-il dit doucement, épuisé. « Tu prends son parti. »« Je veux juste la paix. » Elle a retiré son bras brusquement et s'est affalée sur la chaise, la voix tendue. « Très bien, je vais signer. » Maître Dubois a fait glisser la première page vers Antoine. Sa main tremblait. Il a inspiré, puis a signé. Le crissement du stylo a rempli la pièce silencieuse, sonnant comme une lame coupant un cordon invisible entre une mère et son fils. Solange a regardé la signature, la lèvre tremblante, puis a attrapé le stylo. Elle a signé rapidement, comme pour mettre fin à la douleur, et a repoussé la pile vers Maître Dubois. Il a feuilleté chaque page, a vérifié, puis a apposé le sceau. Bien. Le bail est effectif aujourd'hui. Les échéanciers de paiement vous seront envoyés par email. J'ai également enregistré la liste des objets de famille vendus. Le vaisselier en noyer, le fauteuil à bascule, les broderies à la main et le coffre en bois. Je travaillerai avec un expert pour établir un chiffre de restitution distinct. Solange a laissé échapper un rire court et sec. Elle va maintenant facturer ses souvenirs. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé, sans colère, sans pitié, juste le regard de quelqu'un qui a vu trop de tromperies. Personne ne peut rembourser des souvenirs, ai-je dit doucement. Mais les pertes ont quand même un prix. La pièce a semblé se figer. Maître Dubois a classé les papiers dans un dossier et l'a fermé. J'espère que c'est un premier pas vers l'ordre. Je ne représente personne ici, sauf l'équité. J'ai hoché la tête. Merci. Antoine a gardé la tête baissée. Solange s'est levée d'un bond, a remis ses lunettes de soleil et a haussé la voix. Tu as gagné, Vivienne. Mais souviens-toi de ça. Quand ton petit enfant naîtra, tu ne le verras jamais. Je me suis levée, j'ai pris mon sac et je lui ai fait face, la voix basse mais stable. N'utilise pas un enfant comme bouclier. Tu auras besoin de plus que ça pour te garder propre. Son sourire a disparu. Elle s'est retournée, entraînant Antoine à sa suite. Ses talons ont frappé le carrelage, net comme une trotteuse grattant une horloge. Je suis restée, regardant la porte se refermer doucement. Puis je me suis tournée vers Maître Dubois. Il est resté silencieux un moment, puis a dit doucement « Vous savez qu'ils n'accepteront pas cela facilement, n'est-ce pas ?»« Je sais, » ai-je dit. Mais au moins, ils ont dû commencer par une signature. Au bord de la rivière, le vent était glacial. J'ai resserré mon manteau, sentant la fatigue s'installer dans mes articulations. Mais sous la fatigue, il y avait une petite paix. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas expulsée de ma propre vie. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée dans un petit magasin de bricolage. J'ai acheté 2 nouvelles serrures, quelques jeux de clés et un tournevis. Le jeune vendeur a souri et a demandé « Vous rénovez la maison ?» J'ai répondu « Non, je veux juste m'assurer que ma chambre reste la mienne. » De retour à la maison, des feuilles mouillées parsemaient le jardin. J'ai entendu Solange claquer la porte de la chambre. Antoine est monté sans un mot. Je n'ai rien dit, je me suis juste dirigée vers le débarras, le seul endroit où je me sentais calme. J'ai changé la serrure de la pièce, j'ai tourné la clé plusieurs fois pour être sûre. Puis j'ai glissé un petit meuble devant, comme une deuxième barrière.
Le grattement sec du métal sur le métal semblait dur, mais chaque clic me donnait l'impression de reconquérir un peu plus de terrain. Sur la table, j'ai trié les papiers fraîchement signés dans une pochette en plastique rigide et je les scellés. Puis, j'ai appelé un garde-meuble à Orvold, celui que j'avais utilisé lors de mon déménagement il y a 10 ans. « J'aimerais louer un petit box d'environ 4 mètres carrés, » ai-je dit. « J'ai besoin d'un endroit sûr pour quelques objets de valeur. » L'homme au téléphone m'a fixé un rendez-vous pour le lendemain matin. J'ai noté l'adresse et j'ai fermé mon carnet. Le soir, j'ai rassemblé ce qui restait. Le vieux cadre de mes parents, quelques livres de ma sœur, l'écharpe en tricot de ma mère. Je les ai emballés soigneusement et je les ai apportés chez Madame Lambert. Elle a ouvert la porte, surprise. « Vivienne, ma chère, vous avez l'air si mince. » J'ai souri, en gardant un ton léger. « Je dépose juste quelques affaires ici. Ma chambre ne me semble pas sûre. » Elle a pris ma main, chaude, ferme. « Laissez-les ici. Je les surveillerai. Ne vous inquiétez pas. » Quand je suis rentrée, le crépuscule s'était estompé. La maison était étrangement silencieuse. J'ai allumé la lumière du débarras. La lueur jaune a inondé le mur taché. Je me suis assise. Je me suis adossée. Et les vagues d'épuisement sont arrivées. Puis, une douleur fulgurante m'a frappé la poitrine. Ma tête a tourné. Ma respiration est devenue courte. J'ai pressé ma main contre ma poitrine et j'ai essayé de respirer profondément. Mon pouls s'est emballé, rapide et désordonné. La pièce est devenue floue pendant quelques secondes. J'ai incliné la tête en arrière, j'ai fermé les yeux et j'ai écouté mon cœur battre de manière arythmique. J'ai pensé à Antoine, à sa main tremblante en signant, à ses yeux qui semblaient perdus. J'ai pensé à Solange avec son sourire froid et sa dernière menace. J'ai pensé à la maison qui était autrefois pleine de rire, maintenant juste un lieu d'ombres errantes. La douleur s'est atténuée. J'ai forcé ma respiration à ralentir et j'ai fermé les yeux. Dans la pénombre, j'ai entendu la pluie commencer à tomber, régulière, lente, froide. Elle déposait un film terne sur tout, comme un rideau cachant ma solitude. J'ai chuchoté, à peine un son. « Tiens bon cette nuit, et demain tout sera différent. » Mais au fond de moi, je savais que cette nuit n'était pas la paix. C'était seulement le calme avant une autre tempête. Mon corps me lâchait, mais mon esprit refusait de céder. Je ne me souviens pas exactement quand je me suis évanouie. Je sais juste que la pluie tombait encore des gouttières quand je me suis effondrée juste devant la porte du débarras. Ma poitrine s'est serrée comme un câble d'acier. Mon souffle s'est raccourci et le nouveau jeu de clés m'a glissé de la main. Un son lointain a retenti. Peut-être Madame Lambert criant mon nom. Puis, tout a sombré dans un vide glacial. Quand j'ai ouvert les yeux, le plafond blanc du CHU de Nantes était suspendu au-dessus de moi. L'odeur familière de désinfectant m'a fait frissonner. Une blouse blanche s'est penchée. Une douce voix masculine a dit « Madame Moreau, vous êtes réveillée. Vous avez eu un événement pré-infarctus induit par le stress. Heureusement, votre voisine a appelé une ambulance à temps. » J'ai cligné des yeux et j'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche et à vif. Une perfusion dans mon bras, l'aiguille froide. La porte s'est ouverte doucement. Une infirmière est entrée, suivie de Madame Lambert, les yeux rouges. « Vivienne, vous m'avez fait une peur bleue. » J'ai frappé et personne n'a répondu. Heureusement que j'ai entendu quelque chose tomber à l'intérieur. J'ai réussi à esquisser un faible sourire et j'ai serré sa main. « Merci, vous m'avez encore sauvée. » Moins de 6 heures plus tard, la nouvelle de mon hospitalisation a atteint mes 2 autres enfants, loin d'ici. L'après-midi, la porte s'est ouverte en grand et j'ai entendu les bruits de pas familiers. « Chloé,
Ma fille m'a atteinte la première. Ses cheveux bruns étaient tirés en arrière, son visage plus mince que la dernière fois que je l'avais vue. Derrière elle se trouvait Lucas, mon plus jeune, celui qui m'appelle chaque semaine, mais qui n'était pas rentré à la maison depuis 2 ans. Maman. La voix de Chloé s'est brisée alors qu'elle me serrait dans ses bras. Lucas a agrippé ma main et s'est penché près de moi. Le médecin a dit que ça s'est joué à quelques minutes. Sais-tu à quel point j'ai eu peur? Je ne pouvais pas parler. J'ai juste posé ma main tremblante sur les leurs, la chaleur apaisant lentement mon cœur. La douleur dans ma poitrine persistait, mais à l'intérieur, c'était comme si quelqu'un venait de soulever un rocher. 1 heure plus tard, le médecin est revenu, l'air sérieux mais compatissant. Vous avez besoin de repos complet et d'éviter le stress pendant au moins 90 jours. Votre cœur est plus fragile que la moyenne. Nous allons vous prescrire des médicaments pour la tension artérielle, un vasodilatateur, et nous vous recommandons de voir un thérapeute pour aider à réduire le stress. J'ai hoché la tête faiblement, même si tout ce que je pouvais imaginer était la maison, l'endroit où je savais que je devrais retourner, que cela me plaise ou non. Après son départ, Chloé a approché une chaise et m'a caressé les cheveux comme je le faisais pour l'apaiser quand elle était enfant. « Maman, viens rester avec moi pendant 1 mois. Mon appartement à Paris a une chambre d'amis, une femme de ménage et un médecin privé. Tu as besoin de calme. » J'ai souri faiblement. « Chloé, merci. Mais je dois tenir bon dans ma propre maison. Si je pars maintenant, ils penseront que j'ai abandonné. Et ce n'est pas le cas. Tu comprends? » Lucas s'est perché sur le bord du lit, les doigts entrelacés, les yeux graves et tristes. « Je vais parler à Antoine, pas pour prendre parti, juste pour qu'il comprenne à quel point tu as enduré. » J'ai hoché légèrement la tête, le regard lointain. « Parle-lui, mais n'y va pas en colère. Il est fragile, Lucas. La tempête a déjà pris un morceau de lui. » Chloé s'est penchée et a pressé sa joue contre ma main. « Maman, je te promets que nous ne te laisserons pas seule cette fois. » J'ai souri, les yeux me piquant. « Vous êtes grand. Je ne pourrais pas en demander plus. » Ils sont restés la nuit. J'ai entendu Chloé chuchoter avec une infirmière dans le couloir et Lucas s'est allongé sur le banc de la fenêtre. Chaque fois que j'entr'ouvrais les yeux et que je voyais la faible lumière sur leur visage, le temps reculait. Les 3 enfants qui se disputaient autrefois la banquette arrière lors des voyages en voiture étaient maintenant des adultes, chacun avec sa propre vie, réunis seulement parce que leur mère était tombée. Le lendemain matin, le médecin a apporté des formulaires pour une nouvelle procuration médicale en cas d'urgence. Qui voulez-vous pour prendre les décisions pour vous? J'ai regardé Chloé et Lucas. Eux 2. Et votre fils aîné, Antoine? J'ai secoué la tête calmement. Je veux que tout soit séparé de lui pour l'instant. J'ai besoin de paix. Le médecin a hoché la tête. Compris. Toute la journée, Antoine ne s'est pas montré. Pas d'appel, pas de texto. Je n'étais pas surprise. Solange l'avait probablement bien enveloppé dans de doux mensonges. Cet après-midi-là, Chloé a mis de la lavande près du lit. Le doux parfum a apaisé ma tête. « Maman, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le, » a-t-elle chuchoté. J'ai esquissé un mince sourire. Rien que de vous voir en sécurité me suffit. 3 jours plus tard, j'ai été autorisée à sortir. Chloé et Lucas ont pris les sacs pendant que je marchais lentement, une main sur ma poitrine, mon pouls toujours instable. Dehors, le ciel s'était éclairci après la pluie. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres, éclairant leurs cheveux, alors qu'ils se penchèrent dans le vent. Fierté et chagrin sont montés ensemble et se sont coincés dans ma gorge. Sur le chemin du retour, Lucas a pris le volant et Chloé s'est assise à l'avant.
Ils discutaient doucement pour que je n'aie pas à penser. J'ai regardé les arbres défiler. C'était si calme que ça me rendait nerveuse. Le calme est souvent le signe que les vagues arrivent. Quand nous avons tourné dans ma rue, mon cœur s'est accéléré. Le portail blanc était grand ouvert. Le jardin était étrangement nu. Le banc où je lisais le journal avait disparu. Le petit panneau en bois gravé « Maison Moreau depuis 1993 » avait disparu. Je suis sortie. L'odeur de bois mouillé et de terre froide m'a frappée. Le jardin était impeccable. Aucune de mes affaires ne restait. Pas de jardinière, pas de pot de fleurs, pas de paillasson. Même les chrysanthèmes que j'avais plantés au début de l'automne avaient disparu. Juste des traînées de boue et des traces de pneus fraîches. La bouche de Chloé s'est ouverte. « Maman, où est tout ?» Je n'ai pas répondu. J'ai marché lentement vers la porte, chaque pas plus lourd que le précédent. La serrure du débarras avait été changée. Le rideau à l'intérieur a bougé comme si quelqu'un venait de le tirer. Je me suis arrêtée, le souffle coupé. Les mots du médecin résonnaient dans ma tête. Éviter les sources de stress pendant 90 jours. Mais comment une mère peut-elle rester calme quand la maison pour laquelle elle a sué est dépouillée, couche par couche, souffle par souffle? Lucas s'est avancé et a resserré sa main sur mon épaule. « Maman, laisse-moi entrer en premier. » J'ai hoché légèrement la tête et j'ai regardé. Mon grand-fils a franchi le seuil, ses yeux brillants dans la lumière de l'après-midi, reflétant la colère qu'il essayait de contenir. Chloé a serré ma main, la voix tremblante. « Maman, tu dois être forte. S'il te plaît. » Je suis restée immobile. À l'intérieur de moi, tout s'est condensé en une seule question silencieuse. Les gens peuvent prendre toutes les choses. Peuvent-ils prendre la volonté d'une mère qui a presque tout perdu? La réponse est arrivée avec le dernier souffle de lumière du jour. Non, ils ne le peuvent pas. J'étais toujours debout. J'avais encore un cœur, un esprit, des preuves et mes 2 vrais enfants à mes côtés. Sous le soleil pâle, j'ai regardé la maison vide et j'ai entendu le vent à travers les arbres chuchoter. « Tiens bon, Vivienne, les tempêtes font tomber les feuilles. Elles ne déracinent pas les arbres. » 2 jours après ma sortie de l'hôpital, par un matin humide et froid, mon téléphone a sonné. Une voix de femme familière, hésitante, tremblante comme si elle retenait quelque chose, a dit « Madame Moreau, c'est Élise Mercier, la mère de Solange. Nous devons nous parler une fois, juste nous 2. » Je me suis figée un instant. Élise, la femme qui avait croisé mon regard avec arrogance lors de ce dîner de famille, semblait maintenant urgente. J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai répondu « Je vous écoute. » « Pas au téléphone. Je vous enverrai l'adresse d'un café à 10 minutes de chez vous. Ne le dites à personne, pas même à Antoine. » Sa voix tremblait, si différente de son habituelle froideur. J'ai accepté, en partie par curiosité, en partie parce que mon instinct me disait que c'était important. Le café, l'érable et la vapeur se trouvaient dans une petite rue bordée d'érables dorés flamboyants. Je suis arrivée 10 minutes en avance. Élise était déjà là. Pas de maquillage, pas de bijoux, les cheveux tirés en arrière, un pull gris qui lui donnait un air usé. Quand j'ai tiré une chaise, elle a simplement hoché la tête. Pas de salutation, pas de bavardage. Devant elle se trouvait une enveloppe marron clair, épaisse, un coin corné. Elle l'a fait glisser vers moi, les yeux détournés. « Je ne sais pas par où commencer, » dit-elle doucement. « Mais certaines choses, si je ne les dis pas, je ne dormirai pas. » J'ai regardé l'enveloppe. Mes doigts ont effleuré le seau. Il semblait chaud. « À propos de Solange ?» ai-je demandé. Élise a hoché la tête baissée.
Oui, à propos de tout ce qu'elle a fait et de ce qu'elle ne peut pas faire. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, des dossiers médicaux, des relevés de cartes de crédit, des captures d'écran de texto. Les pages portèrent le logo d'une clinique de fertilité en Suisse. J'ai feuilleté. Échec du cycle de FIV, novembre 2019. Puis, patiente ne peut concevoir naturellement. Traitement alternatif recommandé. J'ai levé les yeux. Élise serrait sa tasse si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume. Elle ne peut pas avoir d'enfant, dit-elle doucement. Nous le savons depuis 4 ans. Solange l'a caché à tout le monde, y compris à Antoine. Quand je lui ai demandé pourquoi elle ne disait pas la vérité, elle a juste souri et dit « Parce que si je dis la vérité, personne ne reste. » Je suis restée immobile. Chaque mot frappait ma poitrine comme un coup. Elle m'a tendu d'autres captures d'écran, dont une disait « Je dirais que je suis enceinte de 3 mois. Facile. J'achète juste un faux test positif en ligne. Après quelques mois, je ferai une fausse couche. Qui va vérifier? Tu feras semblant d'être choqué. Les gens auront pitié de nous. Et alors, nous aurons la maison. » Mes mains tremblaient. Mon café était devenu froid. J'ai regardé Élise sans voix. Elle a sorti un mouchoir et a essuyé ses larmes. Je sais que vous pensez que je suis aussi horrible qu'elle, mais je ne peux plus me taire. Solange est accro au shopping. Elle a plus de 42 000 € de dettes sur ses cartes de crédit. Nous, Grégoire et moi, avons payé 4 fois et elle continue. Grégoire ne le sait pas. S'il l'apprenait, ça le briserait. Il pense qu'elle est parfaite. Elle a expiré, les doigts noués. J'étais fière d'elle autrefois. Maintenant, j'ai peur qu'elle ne sache plus ce qui est réel. Elle entraîne trop de gens dans sa chute, y compris votre fils. J'ai posé l'enveloppe, ma voix basse, mais ferme. Pourquoi me le dire? Vous auriez pu garder le silence et je n'aurais jamais su. Élise a levé ses yeux rouges. Parce que je ne peux pas la regarder détruire la vie des autres. Je suis restée à ses côtés trop longtemps. Je vous dois cela et je dois à ma fille la vérité. Nous sommes restées assises en silence pendant des minutes. Les bruits de la pièce se sont estompés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le cliquetis d'une cuillère dans la porcelaine et 2 respirations lourdes de 2 femmes trahies, l'une par sa belle-fille, l'autre par son propre enfant. À ce moment-là, Chloé est entrée. Je lui avais demandé de venir, lui disant simplement que j'avais besoin d'un témoin. Elle a atteint la table rapidement et a serré la main d'Élise. Sans beaucoup d'explications, j'ai fait glisser l'enveloppe vers ma fille. Chloé a sorti son téléphone et a photographié chaque page, chaque capture d'écran. « Madame Mercier, merci, » a dit Chloé doucement. « Nous enverrons cela à Maître Dubois immédiatement. Il saura comment protéger ma mère. » Élise a hoché la tête, la voix tendue. « Je ne veux pas de procès. Je veux juste que ça s'arrête. Si Solange continue, elle perdra tout. » J'ai laissé échapper un petit souffle. À l'intérieur de moi, les sentiments s'en mêlaient. Colère, pitié et un étrange vide. Ce n'était pas une victoire. C'était la libération d'une illusion. Toutes les fois où je m'étais demandé « Suis-je trop dure ? Solange est-elle vraiment enceinte ?» Elles se sont évaporées comme du brouillard au soleil. Chloé a rangé son téléphone et a serré ma main. « Maman, allons-y. » Je me suis levée et j'ai regardé Élise une dernière fois. « Merci. Je sais que ce n'était pas facile. » Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Non, Vivienne. Merci à vous. Au moins maintenant, quelqu'un sait que j'ai encore une conscience. » Sur le chemin du retour, le vent de Nantes glissait le long des fenêtres, transportant l'odeur humide de la pluie précoce. Chloé conduisait en silence, les yeux droits devant,
tandis que j'étais assise, tenant l'enveloppe. Les papiers à l'intérieur bruissaient à chaque bosse de la route, comme pour me rappeler que les mensonges avaient maintenant une forme, une preuve et un poids. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé rapidement un message à Maître Dubois. Et maintenant des preuves médicales et financières de la fraude de Solange. Envoi d'un dossier complémentaire. Le message est parti. L'écran s'est allumé et s'est éteint. Dehors, les arbres le long de la route changèrent de couleur. L'automne à Nantes est toujours comme ça. Beau et triste. Une beauté qui n'apparaît qu'après que quelque chose a été perdu. Chloé a jeté un coup d'œil et a demandé doucement « Maman, te sens-tu plus légère ?» J'ai esquissé un mince sourire. Pas plus légère, plus lucide. La légèreté, c'est quand c'est fini. Ce n'est que le début. J'ai ouvert mes contacts et j'ai trouvé mon aîné. Mon doigt a plané sur Antoine Moreau pendant quelques secondes. Une boule est montée dans ma gorge. Il était toujours mon fils, le garçon qui faisait autrefois le tour du jardin sur un vélo rouge. Maintenant, il vivait dans un piège qu'il ne pouvait pas voir. J'ai envoyé un texto. « Ce soir, viens me voir. Seul, personne d'autre. » J'ai posé le téléphone, j'ai fermé les yeux et je me suis penchée en arrière. Je ne savais pas comment la conversation de ce soir se terminerait, seulement qu'elle changerait tout, pas seulement pour moi, mais pour l'avenir d'Antoine. Dehors, le ciel gris s'est affaissé sous les nuages et une autre pluie arrivait. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré profondément et j'ai senti mon cœur ralentir, non par peur, mais par préparation. Enfin, après toutes ces années d'endurance, la vérité avait ouvert sa propre enveloppe. Et cette fois, j'étais prête à y faire face. Pas à la douleur, mais aux conséquences de la patience que j'avais gardée trop longtemps. Cette nuit-là, Nantes a sombré dans un brouillard si épais que les lampadaires semblaient fondre dans l'air. J'étais assise dans le salon. Une petite lampe projetait une lumière sur la table en chêne. Devant moi, le dossier qu'Élise m'avait donné, soigneusement agrafé dans une enveloppe en carton. Tout était prêt. Vers 20h, 3 coups lents et lourds ont retenti à la porte. Je me suis levée, le cœur battant, et j'ai ouvert. Antoine était là, décharné, les épaules voûtées, le visage gris. Son costume était froissé, de profondes ombres sous ses yeux, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Maman !» Sa voix était rauque, comme celle d'un homme qui avait perdu ses repères. Je n'ai rien dit, j'ai juste ouvert la porte, plus grand. À l'intérieur, Chloé et Lucas étaient assis sur le canapé, silencieux. Sur la table, le dossier reposait comme une bombe non explosée. Antoine est entré, a jeté un coup d'œil autour de lui, a marqué une pause quand il a vu son frère et sa sœur. J'ai fait un geste. « Assieds-toi !» Il s'est assis, les doigts noués, les yeux évitant les miens. J'ai fait glisser l'enveloppe vers lui. « Lis !» ai-je dit, d'une voix basse et claire. Il a hésité, l'a ouverte et a sorti les pages. J'ai observé son visage, ses yeux se déplaçant lentement, puis s'arrêtant. Ses mains tremblaient, ses lèvres se serraient. 1 minute plus tard, il a murmuré, presque pour lui-même. « Pas possible. Non. Solange a dit. Ça ne peut pas. » Il a tourné à la page suivante. Capture d'écran de texto, notes de clinique, dossier d'infertilité. Ses yeux sont devenus vitreux, comme s'il ne pouvait pas croire les mots. J'ai entendu sa respiration s'accélérer, comme si chaque ligne lui siphonnait l'air des poumons. Je ne voulais pas en arriver là, ai-je dit lentement. Mais tu as besoin de la vérité, peu importe à quel point elle est douloureuse. Antoine a levé les yeux rouges. Maman, tu es sûre ? Peut-être qu'ils ont fait une erreur. Je n'ai pas répondu.
J'ai juste sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro. Où est-elle? A demandé Chloé doucement. En chemin, ai-je dit. Je lui ai dit de te le dire en face. En moins de 10 minutes, une voiture s'est garée dehors. Solange est entrée, long manteau, visage pâle. Elle s'est figée en voyant Chloé et Lucas. Un éclair de méfiance dans ses yeux. Qu'est-ce que c'est? Un tribunal de famille? Je ne suis pas tombée dans le panneau. J'ai montré la chaise d'en face. Assieds-toi, Solange. Tu as beaucoup à expliquer. Elle s'est assise, les bras croisés. Si c'est à propos du bail, je n'ai rien d'autre à dire. J'ai poussé le dossier vers elle. Pas le bail, la vérité. Elle a baissé les yeux, a lu les premières lignes, puis a levé les yeux, les lèvres tremblantes. Où as-tu eu ça? De ta mère, ai-je dit. Elle ne pouvait plus garder le secret. Silence. La pièce a semblé se figer. Antoine regardait fixement sa femme. C'est vrai? A-t-il demandé, la voix rauque. Solange a pressé ses lèvres l'une contre l'autre et s'est détournée. Ce ne sont les affaires de personne. Je ne voulais juste pas te perdre, Antoine. Si tu savais que je ne pouvais pas avoir de bébé, tu partirais. J'essayais de sauver notre mariage. Chloé a frappé la table. Le sauver en simulant une grossesse et en planifiant une fausse couche? Solange lui a répondu sèchement. Tu ne comprends pas. Il avait promis que la maison serait à lui à la mort de sa mère. Je voulais juste assurer notre avenir. Tout ça, c'est à cause de lui. Antoine a chancelé comme s'il avait été frappé. Il s'est levé, les mains sur la tête, reculant en trébuchant. À cause de moi? À cause de moi? Tu as menti à ma famille, vendu les affaires de ma mère, pris de l'argent sur son compte. Solange a crié. Tu avais promis, Antoine. Tu avais dit que maman ne vivrait pas éternellement. Que tout serait à nous. J'ai juste fait en sorte que cette promesse se réalise plus tôt. Le son s'est brisé comme du verre. La pièce est devenue d'un silence de mort. Mon cœur battait lourdement, mais ma voix est sortie, étonnamment calme. Le bonheur construit sur des mensonges est un château de sable, Solange. La première vague vient de frapper. Elle a eu un rire dur, s'est levée, la voix craquant à travers les larmes. Tu as gagné, Vivienne. Tu as toujours voulu me voir tomber. Félicitations. Elle a claqué la porte si fort que le tableau sur le mur s'est incliné. Quand la porte s'est fermée, Antoine s'est effondré sur le sol, le visage dans ses mains. Le sanglot qui s'est échappé de lui n'était pas celui d'un homme adulte. C'était celui d'un enfant perdu. Je suis allée vers lui, je me suis assise à ses côtés et je l'ai tenu comme toutes ces fois où il s'était écorché les genoux et où j'avais couru pour les nettoyer. Mon fils, ai-je dit doucement. Parfois, perdre la mauvaise personne est une bénédiction. Mieux que de garder quelqu'un qui te fait te perdre toi-même. Il n'a pas répondu. Il a juste pleuré doucement, la tête sur mon épaule. Chloé et Lucas se tenaient en prêt, peinés mais soulagés. Cette douleur, bien que profonde, était le premier pas vers la guérison. Après près d'une demi-heure, Antoine a levé les yeux trempés mais plus clairs que je ne les avais vus depuis des années. Maman, je vais divorcer. J'ai serré sa main et j'ai hoché la tête. Bien, fais-le correctement. Je demanderai à Maître Dubois. Et je déménage. Je ne peux pas rester dans cette maison. Où iras-tu pour l'instant? A demandé Lucas. J'ai trouvé un petit studio près du travail. J'ai juste besoin de quelques jours pour régler les choses. Dans sa voix, j'ai entendu quelque chose que je n'avais pas entendu depuis longtemps, de la résolution. 2 jours plus tard, Maître Dubois est venu à la maison avec de nouveaux dossiers.
Il s'est assis à la table de la salle à manger, l'endroit qui était autrefois un champ de bataille au dîner, maintenant un bureau temporaire. « J'ai reçu les informations de Chloé », a-t-il dit. « Je vais déposer une demande d'indemnisation pour les objets de famille qui ont été vendus et aussi demander des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle causée par la fraude, le détournement de fonds et la fabrication d'une grossesse. » Antoine était assis à côté de lui et a hoché la tête. « Je suis d'accord. Je veux prendre mes responsabilités. J'ai aussi annulé la carte d'utilisateur autorisé et verrouillé tous les comptes liés. Elle ne touchera plus un euro. » Maître Dubois a pris des notes attentivement, puis m'a regardé. « Madame Moreau, je dois être honnête. Peu de gens de votre âge gardent leur sang-froid comme ça. Cette vérité pourrait en effondrer beaucoup. » J'ai esquissé un mince sourire. L'effondrement est leur problème, pas le mien. Je choisis simplement de rester debout. Cette nuit-là, la maison était calme. Antoine avait déménagé la plupart de ses affaires, ne laissant que la vieille montre que son père lui avait donnée. Quand il s'est dirigé vers la voiture, je me suis tenue à la porte et j'ai regardé mon fils une dernière fois. « Maman, » a-t-il dit, « je suis désolée. » J'ai secoué la tête. « Non, Antoine, tu as fait ce qu'il fallait. Ne laisse pas les erreurs de quelqu'un d'autre t'enterrer. » Il a baissé la tête. La lumière du lampadaire baignait son visage décharné. J'ai regardé jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent au tournant. Dans ma poitrine, une blessure s'est un peu élargie, mais étrangement, je me sentais plus légère, comme si cette douleur était nécessaire pour rincer des années d'auto-illusion. Je suis rentrée et j'ai passé ma main sur le dessus de la table. Cet endroit avait été l'œil du cyclone des mensonges. Maintenant, seule la chaleur de la vérité restait. Amère, mais vraie. Et parfois, c'est suffisant pour recommencer. La reconstruction serait longue et difficile, mais au moins, nous étions sur la bonne voie, unis par une vérité douloureuse mais libératrice. J'avais toujours pensé que chaque tempête finissait par passer. Mais avec Solange, elle ne faisait que changer de direction. Elle ne s'arrêtait jamais. Moins d'un mois après qu'Antoine ait demandé le divorce et que Maître Dubois ait soumis la demande d'indemnisation, elle a contre-attaqué. Un matin d'hiver précoce, Maître Dubois a appelé, sa voix calme avec un léger gloussement. « Madame Moreau, Solange a déposé une contre-plainte. Elle accuse Antoine de violence psychologique et demande 120 000 euros. » J'ai fermé les yeux et j'ai pris une longue inspiration. Pas surprise, juste fatiguée. Je sais, c'est le genre de Solange. Quand la vérité leur échappe des mains, ils inventent une nouvelle histoire pour continuer. Maître Dubois m'a demandé de venir au bureau le lendemain matin. Quand je suis arrivée, il avait toutes les preuves étalées. Relevé bancaire, photos des annonces d'antiquité, le fichier audio sur la fausse couche planifiée et une série de textos imprimés que Chloé avait collectés. J'ai soumis tout cela au tribunal avant qu'il n'examine la contre-plainte, a dit Maître Dubois. Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre l'audience. Le jour du procès, il pleuvait à verse sur Nantes. La salle d'audience était petite, mais l'air était lourd, comme une cérémonie de jugement. Solange était assise en face de nous, pâle, des cernes sous les yeux, essayant toujours de paraître composée. À côté d'elle, se trouvait un jeune avocat confiant, feuilletant des dossiers. Antoine était assis au banc des accusés, silencieux, les mains jointes. J'étais assise derrière lui, entre Chloé et Lucas. J'avais l'impression que nous trois traversions un champ de bataille sans avoir besoin de dire un mot. Solange a commencé son témoignage. Sa voix tremblait, mêlant colère et fragilité. Il, Antoine Moreau, m'a conduite à une crise psychologique pendant des mois. Il contrôlait les finances, m'humiliait, et avec sa mère, m'a fait pression pour que je quitte la maison. J'ai regardé la juge, une femme d'une 60aine d'années, au regard ferme mais juste.
Elle a hoché la tête une fois et a fait signe à Maître Dubois. Maître Dubois s'est levé, sa voix basse, chaque mot atterrissant comme un coup de marteau. Votre honneur, je voudrais présenter des preuves à charge. Voici des relevés de compte montrant 86 400 € retirés sans autorisation sur 8 mois. Voici des annonces de vente d'antiquités et une annonce pour un fauteuil en noyer qui correspondent à des biens appartenant à la plaignante, Vivienne Moreau, mère de l'accusé. Et voici un enregistrement audio dans lequel mademoiselle Solange Mercier admet avoir simulé une grossesse et planifié une fausse couche pour gagner la confiance de son mari et accéder aux biens de la famille Moreau. La salle est tombée dans un silence total. J'ai entendu un stylo tomber du bureau du greffier. Solange a baissé les yeux, les lèvres serrées, les yeux lançant des éclairs à Maître Dubois. La juge a ajusté ses lunettes et a ouvert le dossier. « Mademoiselle Mercier, niez-vous ces preuves ?» Solange a bégayé. « J'ai été piégée. Ma mère me déteste. Tout est fabriqué. » À ce moment précis, la porte de la salle d'audience s'est ouverte. Élise est entrée, hagarde, une grande enveloppe à la main. Elle s'est approchée de la barre des témoins, la voix tremblante, mais stable. « Je suis la mère de Solange Mercier. Je témoignerai que tout ce que Maître Dubois a dit est vrai. Ma fille a menti sur sa grossesse, a dépensé excessivement et a trompé à la fois notre famille et la famille Moreau. » Solange s'est retournée. « Maman, comment as-tu pu ?» Élise l'a interrompue. « Parce que tu ne sais pas où t'arrêter. Parce que je t'ai aidé à mentir trop de fois. » La salle est redevenue silencieuse. J'ai vu Grégoire, le mari d'Élise, au dernier rang, la tête baissée, le visage couvert par ses mains. La juge a tapé légèrement avec son marteau, puis a lu sa décision provisoire. Le tribunal rejette l'intégralité de la demande de dommages et intérêts de mademoiselle Solange Mercier. Le bail et l'accord de remboursement entre madame Vivienne Moreau et monsieur Antoine Moreau sont reconnus comme légaux et en vigueur. Le tribunal note également des preuves de fraude au crédit potentiel et renverra l'affaire aux forces de l'ordre pour enquête. Maître Dubois a incliné la tête vers moi, un petit signal. C'était fait. J'ai expiré, non pas triomphante, mais sentant un long vide se lever derrière moi. Une semaine plus tard, le journal local a publié un court article. La police étend une enquête sur une fraude au crédit liée à Solange Mercier, après que d'autres victimes ont signalé des cas d'emprunts frauduleux et d'achats non autorisés. Je l'ai lu et je n'ai ressenti aucune joie. C'était comme regarder quelqu'un couler en sachant que je ne pouvais plus la remonter. Cet après-midi-là, j'ai entendu frapper doucement. Quand j'ai ouvert la porte, Grégoire Mercier se tenait là, son chapeau à la main. Il avait l'air beaucoup plus vieux, plus gris, la voix rauque. « Je suis venue m'excuser, madame Moreau. Je n'ai pas vu la vérité plus tôt. Élise m'a tout dit. Nous sommes déçus, mais au moins vous lui avez donné une chance de réparer les choses, même si elle ne l'a pas apprécié. » Je l'ai regardé et j'ai hoché doucement la tête. « Aucune excuse n'est nécessaire. Vous êtes une victime aussi. » Il m'a serré la main, sa poignée tremblante, chaude et triste. Puis, il s'est retourné et s'est éloigné, les épaules courbées dans le froid de la fin de saison. Le temps a passé et la maison est redevenue paisible. Chaque mois, Antoine transférait 1 650 € de loyer et 1 800 € pour la dette, pile à l'heure. À chaque virement, il laissait une petite note. « Mois 3, j'essaie encore. » Mois 5, maman, j'ai recommencé. J'ai sauvegardé chaque message dans son propre dossier. Pas pour l'argent, mais parce qu'il prouvait que la clarté peut prendre racine dans la ruine. Maître Dubois est passé une fois de plus pour me montrer l'ordonnance finale. Le tribunal a accordé la totalité de la demande d'indemnisation. Vous pouvez dormir tranquille, Vivienne. Personne ne touchera plus à vos biens. J'ai juste esquissé un petit sourire. Merci, Bernard. Maintenant, je ne veux que le calme. La loi a parlé pour moi.
Chaque matin, je pratique la respiration profonde, comme le thérapeute me l'a appris. Inspirer pendant 4 secondes. Retenir pendant 7. Expirer pendant 8. J'ai commencé à marcher sous la pluie de Nantes. La bruine régulière que je détestais autrefois me semble maintenant réconfortante. Elle me fait remarquer le rythme de la vie et ma propre existence. Le parterre de fleurs devant la maison, l'endroit où le voile de mariée de ma mère avait été jeté, est replanté. J'ai choisi de la lavande et des marguerites blanches, les 2 fleurs qu'elle aimait. Quand mes mains touchent la terre, elle est froide mais réelle. À chaque racine que j'enfonce, je sens une fissure dans mon cœur se ressouder un peu. La nuit, avec le vent à la fenêtre, je m'assois avec une tasse de thé chaud et j'écoute la pluie sur les tuiles. Plus de disputes. Plus de ton glacial de Solange. Seulement mon cœur qui bat, lent, régulier et calme. Je pense que la justice n'est pas la vengeance. C'est le moment où l'on peut respirer sans s'étouffer. Regarder en arrière ses pertes, sans que les mains tremblent. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai éteint la lumière sans craindre l'obscurité. Dans le silence, j'ai écouté la pluie sur le parterre fraîchement planté, comme une bénédiction du passé pour ce nouveau départ. Mon chemin vers la paix était encore long, mais chaque pas était maintenant éclairé par la certitude que j'avais fait le bon choix. 6 mois se sont écoulés depuis la décision du tribunal. Le printemps est revenu et Nantes sentait la terre humide et les fleurs sauvages. Ma maison, celle qui résonnait autrefois de disputes, était maintenant si silencieuse que je pouvais entendre le vent filer entre les pins. Cette fois, le silence n'était pas lourd. C'était le murmure du renouveau. Un matin, Antoine a appelé. Sa voix était plus légère, plus claire, sans le vieux tremblement d'épuisement. « Maman, je l'ai fait », a-t-il dit. « Les papiers de la maison. J'ai tout retransféré à ton nom. Plus de liens. » Je suis restée silencieuse quelques secondes, écoutant mon propre cœur battre. « Tu es sûre ?»« Sûre. Tu as trop porté. Je veux juste faire ce qui est juste. Cette maison a toujours été la tienne. » J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas le voir. « Merci, Antoine. »« Non, » a-t-il dit doucement. « C'est moi qui devrais te remercier de ne pas avoir abandonné. » Après l'appel, je suis restée assise longtemps à la fenêtre, regardant la lavande fleurir en violet. Dans mon esprit, je ne voyais plus un fils faible et manipulé. Je voyais un homme qui apprenait à recommencer. Peut-être que l'amour d'une mère n'est pas de protéger éternellement. Peut-être que c'est de prendre du recul pour que son enfant puisse se tenir debout. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé à rafraîchir la maison. Non pas pour oublier, mais pour la faire revivre. J'ai engagé une petite équipe, les artisans plus âgés qui avaient peint pour moi dans les années 90. Ils ont gratté l'ancienne finition, appliqué une douce couleur crème, remplacé les ampoules blanches agressives par une lumière ambrée et chaude. Ma chambre, l'endroit où ils avaient jeté mes affaires, est redevenue elle-même. J'ai accroché les photos de famille qui avaient survécu. Les 3 enfants riant au bord du lac de Grandlieu en 2003. Le cadre en bois sombre, poli et brillant par Lucas. Un après-midi, Chloé a apporté une grande boîte. À l'intérieur se trouvait un fauteuil à bascule tout neuf, en noyer, brillant, avec un siège floral pâle. « Tu as dit que le vieux fauteuil de grand-père te manquait ?» a souri Chloé. « Je n'ai pas pu le retrouver. Alors j'ai pris celui-ci. Peut-être qu'il deviendra le fauteuil de grand-mère Vivienne dans nos souvenirs ?» Je me suis assise. Il a grincé doucement, un son doux et incroyablement apaisant. J'ai fermé les yeux et j'ai presque entendu le rire de mon père, le fredonnement de ma mère sur la véranda. Lucas a soigneusement restauré le cadre de la photo de mariage de mes parents,
celui qui avait été brisé en morceaux quand Solange l'avait piétiné. Il a ramassé chaque éclat, l'a réassemblé, puis l'a scellé avec une couche protectrice. « Regarde, maman, » a-t-il dit. « Parfois, ce qui a été brisé a plus de valeur parce que ça a été maintenu ensemble avec amour. » J'ai regardé la photo alors que les larmes coulaient avant que je ne puisse les arrêter. Les fines fissures restaient, mais les yeux de mes parents brillaient comme s'ils me souriaient. Ce soir-là, nous avons raccroché le panneau en bois sur la véranda. L'ancien avait pourri, mais la nouvelle gravure était nette. Maison de Vivienne. Lucas a planté des clous en laiton et les a enfoncés fermement dans le poteau. Le dernier coup a retenti, clair et sûr, comme une déclaration. Cet endroit appartenait enfin de nouveau à sa propriétaire légitime. Antoine a commencé une thérapie individuelle. Il me l'a dit un après-midi lors de notre promenade. Il m'aide à repérer les signes de manipulation. Je sais dire non maintenant, maman. J'ai souri légèrement. Maintenant, tu as tes propres limites. Et j'apprends à les protéger, a-t-il dit. Pas seulement avec les autres, mais aussi avec moi-même. J'ai regardé mon fils, ressentant de l'amour, de la fierté et une petite douleur, comme si je regardais quelqu'un se relever après une chute, marqué, mais regardant vers l'avenir. Un dimanche après-midi, j'ai invité Madame Lambert pour le thé. La femme qui avait appelé le SAMU et m'avait sauvée ce jour-là avait toujours l'air petite, mais ses yeux étaient mi-bienveillants. « Vivienne, vous avez bien meilleure mine, » a-t-elle dit avec un doux sourire. « Je vous dois plus que des remerciements, » ai-je répondu. « Si vous n'aviez pas passé cet appel… » Elle a posé sa main sur la mienne. « Allons, allons. Nous avons juste fait ce que les gens devraient pas faire. Que vous viviez bien, c'est ce qui me rend heureuse. » Nous nous sommes assises sur la véranda, le vent transportant des odeurs de pin et de terre humide. 2 femmes, 2 tasses de thé, 2 vies secouées maintenant paisiblement stables. Le dimanche soir, mes 3 enfants ont dîné avec moi. J'ai fait une soupe de poule comme ma mère la faisait, avec une pincée de poivre noir. L'arôme remplissait la cuisine. Après avoir mangé, Chloé a sorti la poésie de ma sœur, la sœur qui était partie juste avant que tout cela ne commence. Nous avons lu les vers qu'elle avait écrits un jour. La maison n'est pas un abri, mais l'endroit où nous osons retourner après. Chaque rupture. Personne n'a parlé, mais nous avons tous compris. Ma sœur avait eu raison. Votre maison n'est vraiment la vôtre que lorsque vous êtes assez fort pour vous y tenir sans peur. Cette nuit-là, sous une petite lampe à mon bureau en bois, j'ai réécrit mon testament. J'ai partagé les choses équitablement, une part pour chaque enfant, avec des conditions claires. Quiconque conserve le respect et les limites conserve sa part. Personne n'est autorisé à manipuler, mentir ou détourner l'amour pour de l'argent. J'ai également mis de côté un petit fonds pour un centre qui aide les victimes de fraude familiale et de coercition financière. Je sais qu'il y en a beaucoup comme moi, des personnes âgées, transformées en outils pour la cupidité de quelqu'un. Si mon histoire peut aider quelqu'un à parler, alors peut-être que ce que j'ai vécu n'a pas été vain. Quand j'ai eu fini, j'ai plié le papier et je l'ai placé dans la boîte en bois de ma mère, à côté de sa vieille alliance et d'une photo de famille. Ce n'était pas seulement un testament, c'était mon dernier message aux personnes que j'aime. La nuit est tombée. Je suis retournée dans ma chambre, chaude et dorée. La fenêtre s'ouvrait sur l'odeur de pin et de pluie printanière. Le fauteuil à bascule grinçait doucement. La pluie tombait sur la véranda. J'ai posé ma main sur la photo de mariage de mes parents, la lampe se reflétant sur leur visage comme s'ils me regardaient. Satisfaite, j'ai fermé les yeux. Plus de peur au son d'une porte. Plus de sursaut au vent. Tout était en place, enfin. À ce moment-là, j'ai su que la justice,
la gentillesse et le respect sont les 3 piliers de ce toit. Il m'a fallu presque toute une vie pour apprendre à les garder, mais à la fin, je l'ai fait. Et pour la première fois depuis des années, j'ai bien dormi dans ma propre chambre, avec l'odeur de pain humide enveloppé dans une paix que personne ne pouvait m'enlever. 1 an après avoir vu mes affaires éparpillées sur la pelouse, je me tenais devant le vieux parterre de fleurs, celui qui était autrefois maculé de boue et de larmes, arrosant chaque racine de lavande d'une main douce. Le parfum s'élevait dans l'air humide, doux comme une bénédiction. Je me suis penchée et j'ai chuchoté « C'est fait !» Pas un cri de victoire, mais une phrase de clôture. Une longue année de perte et de guérison. La nouvelle finale concernant Solange est arrivée au début du printemps. Le tribunal lui a infligé une peine avec sursis, ainsi qu'une ordonnance restrictive pour qu'elle se tienne à l'écart de moi, et une obligation de restitution pour les autres victimes à qui elle avait emprunté de l'argent sous de faux prétextes. Je n'ai ressenti ni joie ni amertume, seulement un silence creux, comme si je regardais une tempête s'éloigner, laissant de longues traînées sur la vitre. Antoine a fini de rembourser tout ce qu'il me devait 6 mois avant, la date prévue. Il n'a pas dit grand-chose, il a juste envoyé l'argent jusqu'à ce que la dernière note apparaisse. Mois 18, terminé. Merci, maman. Je l'ai lu et j'ai souri. Des excuses sincères n'ont pas besoin de mots, seulement d'action. Et Antoine l'avait fait. Cet après-midi-là, toute la famille s'est réunie dans le salon pour organiser un petit mémorial pour ma sœur. Chloé a allumé des bougies, Lucas a placé le cadre, et Antoine a apporté des marguerites blanches. J'ai raconté à mes enfants et à mes petits-enfants l'histoire du fauteuil à bascule de grand-père, comment il berçait ma sœur pour l'endormir, fredonnant les nuits d'hiver. L'histoire s'est étendue sur des générations, nous unissant, non pas seulement par le sang, mais par les souvenirs et l'amour que nous gardions. Alors que les bougies se consumaient, j'ai dit à mes enfants, « La dignité n'est pas un cadeau à donner. Les limites ne sont pas de la froideur, c'est de l'amour réfléchi. Quiconque franchit votre ligne sans demander ne vous aime pas vraiment. » Chloé a hoché la tête, les yeux brillants. Lucas m'a serré la main et a chuchoté. « Je crois que tu viens de nous enseigner la leçon la plus importante de notre vie. » Le lendemain, j'ai rangé le jardin, balayé les feuilles sèches et essuyé les traînées de pluie sur la véranda. J'ai réalisé que non seulement la maison était nettoyée, mais que ma vie était remise en ordre. Plus d'ombre transportant des mensonges. Plus de regards suspicieux ou de poids sur ma poitrine en franchissant la porte. J'avais éliminé les toxines de ma vie avec la loi, avec la patience et avec la foi que les gens honnêtes ne perdent pas éternellement. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai écrit un article pour la communauté sur la maltraitance financière dans les familles. Une chose dont peu de gens discutent, mais dont beaucoup souffrent en silence. J'ai raconté mon histoire, sans nom, sans rancœur. Juste comment une femme de 65 ans s'était défendue correctement dans le cadre de la loi et avait gardé sa gentillesse. Quand j'ai cliqué sur « Envoyer », je me suis sentie plus légère. Quelque part, quelqu'un pourrait le lire et trouver un peu de courage dans ces lignes. Avant de me coucher, j'ai ouvert le nouveau vaisselier en bois que Lucas m'avait aidé à construire. À l'intérieur, j'ai placé l'écharpe de mariage de ma mère, maintenant propre, repassée et parfumée à la lavande. J'ai lissé les plis comme si je touchais le temps. Cette écharpe avait été témoin de générations de femmes dans ma famille, celles qui ont enduré, celles qui se sont relevées, celles qui ont appris à vivre avec respect. Maintenant, c'était mon tour. J'ai fermé le vaisselier
Puis je me suis tenue sur la véranda et j'ai regardé la pluie de Nantes tomber comme des fils. Des gouttes perlaient sur la rampe, scintillant sous la lumière chaude. J'ai inspiré, sentant la chaleur monter à travers ma peau. Chaque blessure, chaque tempête était devenue une partie d'une histoire de survie. À l'intérieur de moi, un message résonnait, doux mais ferme. Pas seulement pour moi, mais pour quiconque a été blessé, traité d'égoïste pour s'être choisi. S'il qualifie votre force d'égoïsme, souriez, car vous venez de vous sauver. Merci d'être resté jusqu'à la toute fin de mon histoire. Si vous êtes encore là, peut-être que quelque part dans ces lignes, vous vous êtes vu ou vous avez vu quelqu'un qui vous a blessé. La vie nous fait parfois traverser des pertes pour apprendre le véritable amour de soi. Je crois que chaque blessure peut devenir une lumière tant que nous nous accrochons à la dignité et à la gentillesse. Je suis curieuse. D'où dans le monde m'écoutez-vous? Laissez un commentaire. Partagez vos pensées sur les limites, sur le respect de soi, ou simplement sur ce qui vous a aidé à vous relever les jours où vous pensiez n'avoir plus rien. Si cette histoire a touché votre cœur, un j'aime, un abonnement, ou même une petite note peut l'aider à voyager plus loin vers ceux qui ont besoin d'entendre qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent encore recommencer. Du fond du cœur, merci de m'avoir écoutée, de m'avoir comprise et d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Parfois, une seule personne disposée à écouter suffit à sauver une âme.